RCF, Lyon-Fourvière, Lucie Bavrel. Des souris et des hommes, c'est chaque semaine avec Jean Pouly. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, on va se poser une question. On va parler des hackers. Alors, est-ce que ce sont de vrais pirates, de vrais et méchants pirates, ou alors est-ce qu'ils sont militants? Vous répondez à cette question aujourd'hui. Eh bien, un petit peu les deux, comme d'habitude. Non, je pense que, et c'est un petit peu l'idée de cette chronique, c'est de faire la part des choses, effectivement, entre... Nuancer un peu tout ça. Voilà, entre de véritables cybercriminels et puis des petits bidouilleurs informatiques qui sont plus là pour s'amuser, j'allais dire, faire des compétitions entre eux, découvrir des failles, voire même rendre des services en résolvant certains problèmes de failles informatiques. Donc ces hackers, ce sont des jeunes, alors non, il n'y a même pas de limite d'âge, qui vont chercher sur Internet à détourner certaines choses. Quelle est la définition vraiment de ce terme hacker ? Eh ben en fait, si on cherche la définition, alors moi j'ai un petit peu creusé, j'ai trouvé ça rigolo, j'ai regardé un petit peu déjà l'étymologie du mot pirate, parce que la traduction de hacker c'est pirate en français, et pirate ça vient du grec en fait, et ça signifiait plutôt tenter sa chance, l'aventure, être entreprenant, voire même c'est un petit peu dérivé sous l'Antiquité, et ça désignait ce qui était en dehors des normes, en dehors du droit, pour désigner ensuite évidemment les bandits des mers. Donc c'est intéressant parce qu'on retrouve dans cette racine le fait d'entreprendre la résolution d'un problème qui est dû à une faille ou la vulnérabilité d'un système informatique, parce que il y a des bugs dans l'informatique. Et ce qui est intéressant en fait avec ces hackers, c'est qu'ils se font des challenges en fait pour justement hacker, donc pirater un système. Et c'est en piratant ce système, ils trouvent des failles et ensuite ils permettent en fait aux entreprises de résoudre ces failles la plupart du temps. Et ils font ça, j'allais dire pour le frisson, voilà. Et j'ai recueilli le témoignage d'un jeune qui disait voilà, je fais seulement cela parce que je me sens mieux qu'avec n'importe quoi d'autre. La décharge d'adrénaline que je reçois quand j'essaie d'échapper à l'autorité, le frisson que je ressens après avoir écrit un programme qui réalise quelque chose qu'on croyait impossible à faire, et la possibilité d'avoir des relations sociales avec d'autres hackers, tout cela est passionnant. Le hacker aurait donc une certaine éthique. Oui, exactement. Il y a même un code éthique qui a été dicté par le fameux Massachusetts Institute of Technology, le MIT, qui édicte 6 règles du hacker et qui appelle alors notamment à une gratuité totale de l'information et à se méfier de l'autorité. Donc on voit bien que c'est une éthique un petit peu subversive, mais qui porte les valeurs de ce qu'on appelle en fait l'information comme bien commun, common goods. C'est-à-dire qu'on part du principe, un petit peu comme l'exception culturelle française sur les biens culturels, que l'information est un bien à part parce qu'il permet d'avoir accès à la connaissance, et en cela, quelque part, ça devrait être totalement accessible et totalement gratuit. Est-ce qu'il y a un profil type du hacker ? En fait, on a en fait une communauté qui est totalement hétéroclite, comme je disais. Ça va de très jeunes bidouilleurs informatiques qui commencent à 12-13 ans déjà à taper du code et à s'amuser un petit peu à casser certains systèmes, à des professionnels de la cybersécurité qui rendent des services en allant jusqu'à des cybercriminels, voire après des activistes. Alors, il y a même un classement, alors ils appellent ça les black hats, les chapeaux blancs, les chapeaux gris, les chapeaux noirs, avec les chapeaux blancs qui sont presque des professionnels, les chapeaux gris qui sont pas malveillants, les chapeaux noirs qui sont évidemment des bandits. Et puis, chez les jeunes, on les appelle souvent les script kiddies, les gamins du script, c'est-à-dire qu'en fait, ce sont des mauvais élèves parce qu'ils maîtrisent pas assez les systèmes, ils sont capables de mettre un peu la panique, voire d'être dangereux, parce qu'ils connaissent pas assez les codes. Et puis, on a des hackers qui sont beaucoup plus connus, comme par exemple Kim.com, qui est le fondateur de Mega Upload, cette plateforme d'échange de fichiers. Qui a été fermée il y a plusieurs mois. Qui a été fermée effectivement par les autorités américaines. Et puis, évidemment, Julian Assange avec Wikileaks, qui quelque part, lui, détournait les câbles diplomatiques. Donc eux, en fait, on peut les classer, enfin surtout Julian Assange, comme ce qu'on appelle des activismes. Alors c'est la contraction entre hacking et activisme, car en fait leur objectif est clairement politique. On peut parler aussi des Anonymous qu'on a découvert il y a quelques mois.
Exactement. Alors les Anonymous, voilà, c'est ces hackers qui aussi ont défilé, qui sont allés dans la rue avec des masques et qui se revendiquent anonymes. Alors c'est un peu paradoxal parce qu'effectivement ils sont obligés d'être anonymes dans les réseaux avec des pseudonymes pour pas se faire, on va dire, attraper par la police. Et dans le même temps, ils vivent par leur communauté, donc ils doivent se retrouver. Ils font même ce qu'on appelle des hackathons, contraction entre hacking et marathon, où ils passent des nuits entières à se faire des challenges, des jeux, à boire de la bière et manger des pizzas toute la nuit, voilà, pour se connaître. Donc alors les Anonymous, ils ont été connus notamment effectivement avec un engagement politique fort, ils ont soutenu Occupy Wall Street, et puis aussi ils ont eu un rôle déterminant dans la révolution de Jasmin, donc en Tunisie, en permettant justement aux dissidents tunisiens qui jouaient leur vie de pouvoir échapper à la cybersurveillance de l'État tunisien. Et pourtant, on sait dans le monde que c'est quasiment les meilleurs techniciens, informaticiens pour la cybersécurité. Ils sont arrivés à détourner, à leur faire des ponts informatiques, à leur permettre de sortir des infos, à bloguer. Ils ont aussi lutté contre l'église de Scientologie, et encore récemment contre Sony ou Mastercard, notamment Mastercard qui permettait à Wikileaks d'exister, et quand Mastercard a refusé, ils ont attaqué Mastercard en inondant de mails ce site-là pour le rendre inopérant. Donc c'est une sorte en fait alors on a parlé même de super conscience de l'internet, mais qui est totalement incontrôlable. Une sorte de contre-pouvoir. Exactement, voilà. En fait, finalement, dans le net, qui commence, parce qu'on le sait pas trop, mais quand même assez surveillé, assez sécurisé quand même. Il y a des pays qui ferment l'Internet, qui coupent les vannes. Quelque part, ces libertariens de l'informatique qui souhaitent justement, c'est un peu la mouvance du logiciel libre, jouent un contre-pouvoir pour permettre un petit peu d'espace de liberté dans ce monde numérique. Le hacker, merci beaucoup Jean Pouly d'avoir été avec nous aujourd'hui pour cette chronique des souris et des hommes, une chronique qu'on écoute et qu'on réécoute sur rcf.fr. Merci beaucoup.